Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Seconde étape de notre parcours du jour dans Cœur de patrimoine avec un sujet donc qui fait beaucoup de bruit dans le monde de la fiscalité. Les holdings, longtemps présentés comme des outils d'optimisation ou de transmission patrimoniale, elles sont désormais dans le viseur de nos députés. Le projet de loi de finances prévoit en effet un dispositif spécifique de taxation qui vise certaines d'entre elles et ça vous a beaucoup fait réagir sur les réseaux. Alors pour décrypter ce texte et en comprendre les enjeux, on accueille Sandrine Quilissi. Bonjour Sandrine. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous, directrice de l'ingénierie patrimoniale chez Norman Kay. On a l'impression qu'on a trouvé le usual suspect, le coupable idéal, on va dire, du débat fiscal. Pourquoi est-ce que ces holdings sont à ce point crispantes ? Pourquoi est-ce que c'est le sujet qui a l'air de bouleverser tout le monde ? En fait, ces holdings, ce sont de fabuleux outils de capitalisation. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que quand on a une holding, on a finalement la main sur ses revenus via la distribution de dividendes. Donc en fait, cette holding, elle va avoir des placements financiers, elle peut avoir de l'immobilier locatif, des filiales, mais tous les revenus qui remontent de ces investissements, en fait, sont taxés au sein de la holding elle-même. Et en réalité, les associés vont pouvoir, en fonction de leurs besoins en train de vie, piloter les revenus et donc de n'être imposés finalement que sur leurs besoins en train de vie. Ça veut dire que, dans l'image, on a ce mot optimisation qui revient toujours. C'est une réalité où on l'utilise, où on l'exploite un petit peu à tort. Est-ce que, en fait, en clair, une holding, est-ce que c'est vraiment fiscalement avantagé ou est-ce que il y a un régime, on sait qu'il y a plusieurs régimes d'ailleurs dans le monde des holdings. En fait, la holding, déjà, c'est une société. C'est une société comme n'importe quelle autre société. Et donc, cette holding, lorsqu'elle détient, comme on disait tout à l'heure, un patrimoine immobilier locatif ou des titres de placement, elle va percevoir des revenus financiers qui vont être, comme toute autre société, imposés à l'IS, donc avec un taux max de 25%. Donc là, il n'y a rien de caché, ni quoi ni caisse. Surtout, il n'y a pas d'optimisation incroyable. Ensuite, quand cette holding détient, elle a des filiales, d'accord, ce qu'on appelle des titres de participation, dont des sociétés, qui peuvent être des sociétés opérationnelles. En réalité, lorsqu'elle va percevoir des dividendes de ces filiales, là, elle va bénéficier d'un régime dit le régime mère-fille, qui lui permet de n'être taxée qu'à 1,25%. D'accord. Donc là, il y aurait, entre guillemets, une forme d'optimisation, si l'on veut. On va revenir après. De la même manière, lorsqu'elle cède ses titres de participation, eh bien, là également, on va avoir une fiscalité qui est assez avantageuse, puisque le gain ne sera taxé qu'à 3%. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, ce n'est que de la pure application du droit communautaire. C'est tout ça, c'est en application d'une directive, dite la directive mère-fille, dont l'objet ici est tout simplement d'éviter les doubles impositions, puisque mes filiales, elles ont déjà subi l'impôt, et aussi de fluidifier les restructurations. Donc, il n'y a pas vraiment ce dont on a l'impression un petit peu de pointer du doigt, de trou noir fiscal, mais un dispositif qui, en plus, n'est pas franco-français, mais exactement. Encadré par l'Europe. Il y a aussi la transmission, parce qu'on dit « Ah ouais, mais il y a le pacte Dutreil, etc. » Donc, évidemment, est-ce qu'on peut rappeler justement un peu ce que c'est et pourquoi est-ce que ça existe finalement ? Parce que c'est décrié aujourd'hui comme étant un énorme avantage, mais enfin, il y a un vrai but derrière quand même au départ. L'objet du pacte Dutreil, à la base, qui octroie en fait une exonération partielle des droits de donation ou des droits de succession lorsque c'est une entreprise qui est transmise. Donc en fait, on a une exonération partielle à hauteur de 75% de la valeur de l'entreprise transmise. C'est pas un cadeau, je veux dire, comme d'ailleurs toutes les mesures fiscales de faveur. Derrière, il y a un véritable objectif. Le constat, c'était tout simplement de dire, en fait, on a des droits de succession qui sont particulièrement élevés en France. Je veux dire, en ligne directe, on est à 45%. Quand on transmet un tiers, on est à 60%. En d'autres termes, je me retrouve héritier d'une entreprise.
finalement, avec un taux de taxation pareil, j'ai pas le choix. Ouais. Soit je vends, soit je suis obligé de vider la trésorerie de la boîte et de payer de l'impôt pour payer de l'impôt. Donc, en réalité, quand ce dispositif a été mis en place, c'était pour protéger le tissu entrepreneurial français, maintenir l'emploi chez nous, tout simplement, et la stabilité du capital. Ouais. Et ce fameux Mittelstand, entre guillemets, que les Allemands, eux, réussissent Exactement. très bien. Pour autant, il y en a qui disent, ouais, mais par rapport à un épargnant normal, entre guillemets, qui est simple détenteur d'actifs patrimoniaux, il y a une espèce de distorsion, d'injustice fiscale. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre ? En fait, tout ça, ça part du fait que, notamment c'est les holdings animatrices qui sont visées par cette critique, c'est que, en gros, dans le cadre du Dutreil, où c'est la totalité de la valeur des titres qui bénéficie de l'exonération partielle, cette exonération, la holding vous le permet à partir du moment où la majorité de ces actifs, plus de 50% de la valeur de ces actifs, sont affectés à l'animation. Donc, par des raccourcis, tout de suite on dit « Ah oui, mais ça veut dire qu'en gros, à hauteur des 50 autres pourcents, ou des 49%, ça peut être des biens patrimoniaux qui, du coup, vont eux aussi bénéficier de cette exonération partielle, d'où le cri à l'injustice. » Ça veut dire qu'il faudrait peut-être juste travailler là-dessus, revoir peut-être ce que c'est qu'une holding animatrice, ou au contraire la sanctuariser pour préserver l'essentiel. C'est quoi le bon schéma ? Ouais, en fait, le bon schéma, disons que le sujet, c'est pas tant la définition de la holding animatrice elle-même. Le sujet, c'est le régime auquel elle a droit, les régimes fiscaux auxquels elle a droit. Une fois de plus, elle est assimilée à une société commerciale, donc elle bénéficie de tous les régimes de faveur prévus pour les entreprises. Aujourd'hui, s'agissant du Dutreil, ce que l'on voit arriver, mais c'est un serpent de mer, mais peut-être que le législateur finalement va franchir le pas, c'est de limiter la portée de l'exonération aux seuls actifs affectés à l'animation. Voilà. Alors bon, il y a cette histoire de taxe de holding, mais on va bien se dire que les choses, c'est que dans ce projet de loi de finances, il y a de multiples ballons d'essai, on va les baptiser comme ça, qui viennent un petit peu taper dans ce monde patrimonial. Et il y a aussi dans ce projet de loi de finances un résidu de taxe Zuckman, à savoir un dispositif un peu différent du Zuckman Light ou du... Je sais pas comment on va le... Qu'est-ce qu'il en est ? Alors, c'est quoi cette histoire ? C'est de l'aspartame ? Oui, en fait, c'est pas de l'aspartame, c'est que c'est surtout beaucoup plus réaliste. C'est-à-dire que dans le cadre de la taxe Zuckman, on vous explique qu'on va, donc au-delà de 100 millions de patrimoine, on va vous taxer à 2%, quelle que soit la nature de vos actifs. Donc ça, c'est extrêmement violent pour l'investissement. Enfin, on va pas revenir là-dessus parce que je crois que tout a été dit. Ouais. Du coup, dans le cadre du projet qui a été présenté, du projet de loi de finances, l'idée, c'est de ne taxer finalement que les actifs patrimoniaux qui se trouvent dans les sociétés. En fait, c'est ça le sujet. Et on parle de taxe holding, mais quand on regarde le texte, en réalité, sa portée est beaucoup plus large. Il a sa vocation à s'appliquer à toutes les sociétés. Mais en voulant viser, entre guillemets au départ, les holdings ou foncières patrimoniales pures, c'est ça ? Alors, honnêtement, c'est vrai que sur le papier, ça vise absolument toutes les sociétés, mais quand on voit les conditions d'application de cette taxe, donc le principe, c'est qu'elle a vocation à s'appliquer si la valeur des actifs de la société est égale ou supérieure à 5 millions d'euros. Il faut que cette société soit contrôlée par des personnes physiques, mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que une autre condition qui est qu'elle a vocation à s'appliquer si les revenus passifs de la société, donc ces revenus d'origine du patrimoine, en fait, représentent plus de 50% des revenus d'exploitation et des revenus financiers. Donc, effectivement, quand on lit ça, ça ne peut viser que de pure holding patrimonial ou encore, et ça c'est plus malheureux, les foncières. Oui. Et là, je suis désolé, je vais pas vous le faire, je vais moi mettre les pieds dans le plat, mais...
on les pointe du doigt, on dit les vilains rentiers qui ont des immeubles, qui leur rapportent, etc. Mais voilà, en fait, ces structures, elles participent à la vie immobilière, à l'emploi, elles logent finalement des travailleurs. Enfin, voilà. On a le sentiment que ce sont des victimes un peu collatérales, quoi. On a voulu taper le riche et puis on va... pardon, absolument. Dans le sens où, effectivement, en fait, les grosses foncières qui subissaient déjà l'IFI, on est bien d'accord, finalement vont se retrouver avec une nouvelle imposition de leur patrimoine immobilier, mais cette fois-ci à 2%, au lieu d'être maximum à 1,5 en matière d'IFI, sachant que là, c'est la société qui paye cette fameuse taxe sur les holdings. Mais c'est tout le problème et le paradoxe français, qui est qu'on considère que l'immobilier, c'est de la rente. Or, en réalité, quand on accompagne des grands groupes fonciers, il ne faut pas oublier que c'est eux le parc locatif résidentiel privé et que vous avez tout un écosystème absolument énorme qui gravite autour d'elle. Donc oui, là, il y a un vrai problème. Je vais faire appel vraiment à votre vision là-dessus, en complexifiant un petit peu notre débat aujourd'hui, Sandrine Kilici. On a l'impression, que on est parti d'une idée de taxe sur les holdings, etc. Il y a eu beaucoup de débats. Il y a eu la taxe Zuckman, il y a eu beaucoup de débats. Et puis là, on a l'impression qu'on est en train de mélanger un petit peu tout ça, de nous faire un globi-boulga, que ça va être hyper technique. Et j'ai envie de poser une question un peu bête, mais est-ce que finalement, à force de pondre une usine à gaz, on va pas avoir un truc inapplicable, voire contraire à certaines règles européennes, est-ce qu'on va pas finalement avoir un truc inapplicable ? C'est surtout qu'on va se retrouver effectivement face à un nid à contentieux. Là, le texte, en l'état actuel, il fait quasiment 6 pages. Voilà, donc on va se retrouver, évidemment, il y a déjà plein de choses à dire sur ce texte. Ça va être un nid à contentieux, mais un contentieux dont l'administration fiscale n'aura jamais les moyens de mener. Ça, c'est un vrai sujet. Oui, c'est-à-dire qu'on va contester la taxe, on ne la paiera pas et on va dépenser de l'argent public pour essayer de... C'est tellement complexe. Les modalités d'application de ce texte sont tellement complexes que si, pour un groupe, on parle d'un grand groupe, demain, il y a un contrôle fiscal, ça va coûter plus cher à l'administration de faire son contrôle que ce qu'elle risque de récupérer à la fin. Bon, une fois que ça s'est dit, si ça rentre en vigueur, qui perd ? Les foncières. Ouais. Voilà, c'est essentiellement... Alors, les holdings patrimoniales pures... On a quand même une crise du logement. Voilà, mais exactement. Ouais. Est-ce qu'on ne va pas, du coup, à l'inverse de tout ce qu'on prône depuis, alors pas celui-là, pas celui d'avant, de ce que prônent les gouvernements depuis des années, on nous a parlé de choc de simplification, d'amélioration, de droit à l'erreur, on nous a promis monts et merveilles, et puis finalement, allez, on en remet une couche, quoi. En fait, on en remet une couche pour plusieurs raisons. La première tient au fait qu'il faut comprendre que la fiscalité en France ne sert pas qu'à faire fonctionner l'État. La fiscalité en France est un outil de politique économique. Donc en fait, ou de politique tout court d'ailleurs. Oui, alors de politique tout court, mais aussi de politique économique. C'est ce qui fait qu'on est dans l'exception en permanence. Et c'est pour ça qu'on n'arrête pas de créer des régimes de faveur, parce que ce sont des régimes incitatifs qui servent à flécher l'investissement. Et puis l'autre sujet aussi, c'est que comme on a une fiscalité qui est quand même particulièrement élevée, avec des taux qui sont particulièrement élevés, les différents gouvernements le savent. Les gens qui nous gouvernent le savent parfaitement. Donc, c'est pour ça que derrière, nous n'avons qu'une multiplication de ce qu'on appelle de niches fiscales, dont l'objet, c'est de limiter aussi, quelque part, cette pression fiscale. Donc, comme pour beaucoup de choses, on navigue en plein paradoxe. Et pour conclure là-dessus, ce qui fait un peu peur dans tout ce qu'on voit aujourd'hui, tout ce qu'on entend, c'est qu'on a l'impression que les prélèvements obligatoires, dont fait partie la fiscalité, en fait, seraient le remède à tous les maux de la société française. Sauf que, si on fait un pas de recul, nous sommes le pays qui avons le taux de prélèvement obligatoire parmi le plus élevé au monde. Donc, si c'était le remède,
On serait en excellente forme. Exactement. Bon, inflation d'idées fiscales, on a donné tous les dispositifs, concours Lépine, etc. Enfin voilà, il y a des tas de... si vous aviez, vous, une recommandation à faire à nos gouvernants, à nos députés, à nos ministres, enfin voilà, Sandrine Quilissi... À la place à Bercy, qu'est-ce qu'elle raconte ? Elle raconte ce que tout le monde raconte depuis toujours. C'est pas rocket science. En fait, il faut beaucoup plus de lisibilité, parce qu'on ne comprend plus rien aujourd'hui, il faut être honnête. Beaucoup plus de simplicité aussi dans les mesures qui sont mises en place. Et pour cela, c'est toujours pareil. Il faut arrêter de multiplier les régimes dérogatoires, ce qui implique d'avoir des taux beaucoup plus raisonnables. Ça, c'est le premier point. Et donc, baisser les taux et avoir une assiette finalement fixe et qui ne soit pas mitée par des régimes dérogatoires dans tous les sens. D'ailleurs, il y aurait moins de sentiments d'injustice fiscale. Oui, si on comprenait mieux les choses. Exactement. Là, puis au moins... on pointe un peu du doigt les Français en disant vous comprenez rien à la fiscalité, mais on fait tout ce qu'il faut pour qu'ils ne la comprennent Exactement. Et l'autre sujet, peut-être arrêter cette instabilité de la norme qui est absolument insupportable et qui ne permet pas aux contribuables et aux citoyens de gérer leur patrimoine sereinement ou de gérer leur entreprise sereinement. Merci beaucoup, Sandrine. Sandrine Quilissi, donc, pour Norman Kay. Et puis, si vous avez envie de suivre, de décrypter un petit peu toutes ces histoires de débat fiscal, vous avez Olivier Landrevi, qui fait des choses très bien sur LinkedIn. Je vous invite à lire ces petits comptes rendus, c'est toujours assez savoureux. Voilà, c'est la fin de ce 61e numéro de Cœur de patrimoine. 2 séquences, donc 2 angles complémentaires pour un même objectif, mieux comprendre les ressorts de votre patrimoine. Je vous donne donc rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro de Cœur de patrimoine. En attendant, prenez soin de vous, de votre patrimoine et de ceux qu'il gère. Cœur de patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.